Écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand journal. Antoine Fin de la crise scolaire. L'école sénégalaise renoue avec l'ambiance habituelle. C'est le soulagement pour les acteurs. Mais ils n'ont pas manqué de mettre en garde les autorités contre tout non-respect des engagements pris avec les syndicats d'enseignants. Le rôle joué par Marième Faisal dans le dénouement de la crise scolaire en question, cela a été évoqué, prétexte pour parler de l'implication des premières dames dans la gestion des affaires publiques. Veille de la fête du travail, les centrales syndicales disent leurs préoccupations. Pour ce 1er mai, il y a l'éducation en premier avec ses nombreuses crises. Et puis suivre la santé, la justice et l'agriculture, le mini-dossier d'Anna Rocha dans cette édition. Casamance, quelle interprétation faire de l'appel de l'ex-rebelle Ousmane Niantang Diatta pour le retour définitif de la paix dans le sud du Sénégal? Il est suggéré à l'ex-Macky Sall de se déployer sur le terrain pour porter le message à ses frères du MFDC. 2. Certains observateurs sont perplexes quant à l'aboutissement d'un tel appel. Lamine Ba nous en dira un peu plus. Le directeur général de la SNHLM annonce des solutions dans les meilleurs délais pour les résidents des Maristes. Dans ce paisible quartier de Dakar, certaines habitations menacent ruine à cause de leur défaillance technique. Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Au Tchad, tout d'abord, la nouvelle constitution devrait être adoptée par les parlementaires aujourd'hui. Le texte va mettre en place un régime présidentiel intégral et va renforcer les pouvoirs du président. Le poste de Premier ministre sera donc supprimé. En Mauritanie, les descendants d'esclaves appelés les Haratines ont marché à Nouakchott pour réclamer des droits civiques. La manifestation marquait le 5e anniversaire du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines. Abdoulaye Sissé signe la chronique du jour. Elle porte sur l'affaire Bolloré. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Le menu sport, le football, la lutte et le vélo. Oui, nous allons parler de la Ligue 1 sénégalaise suite et fin de la 23e journée du championnat national. Le leader, le Giraffe, veut prendre le large ce soir au classement face au Casa Sport. Mais attention, Atanas Tendeng, entraîneur du Casa Sport, averti, nous ne sommes pas à Dakar pour faire du tourisme. Lutte avec frappe après sa victoire hier devant Site. Guigui, maître de son destin, le roi du CMP a désormais une large palette pour choisir son adversaire et se relancer. Destination la Cour des Grands. Le vélo, c'était plutôt hier et c'est fini, le Tour du Sénégal. La crise scolaire a connu une issue heureuse. Comment maintenant faire pour que pareille situation ne se produise plus? Rendez-vous vers 12h30 pour Point de vue. Bienvenue à toutes et à tous. Il fallait trouver des solutions à la crise scolaire et cela a été fait au grand bonheur des acteurs de l'école qui sont sans doute soulagés. Cependant, ce qu'ils ne veulent pas entendre parler et que l'État ne respecte pas ses engagements cette fois-ci. Un reportage de Adama Anouchkaba. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'élèves qui ont été victimes de toutes les grèves. Les grèves nous empêchaient de travailler. Colette et Wouri, tous deux en classe de 3e au SEM El Hadj Mamadou Ndiaye de Ouakam, sont heureux de la reprise des cours. Du côté des professeurs, c'est plutôt une reprise contrastée. Ils profitent des quelques minutes de la pause de 10 heures pour souffler un peu à la salle des professeurs. L'un d'eux, M. Ngom, enseigne l'anglais. Si notre syndicat décide de lever le mot d'ordre, on ne doit faire qu'à suivre leur décision. Mais quand même, ce n'est que des promesses pour le moment. Du jour au lendemain, s'il n'y a pas satisfaction, il pourrait y avoir autre grève. Le professeur des sciences de la vie et de la terre, SVT, semble plus calme. Dans son coin, jambes croisées, M. Watt écoute religieusement les conversations. Lui non plus n'est pas si convaincu. Nous avons suspendu notre mode de recherche, mais on n'est pas satisfait. Pour nous, il n'est pas question à chaque fois qu'on revienne pour faire des grèves et des grèves. Nous attendons également à ce que le gouvernement respecte ses engagements. D'un autre côté, ces enseignants ne crachent tout de même pas dans la soupe. Suspendre le mot d'ordre de grève, momentanément, ne peut être que bénéfique pour tous, selon le principal de l'établissement, M. Gay. Dans la mesure où on est dans une situation vraiment très difficile, nous sommes vraiment contents et nous aimerions que vraiment l'État et les enseignants s'entendent pour que les cours reprennent normalement et qu'on puisse terminer l'année dans de bonnes conditions.
Les négociations continuent pour trouver un équilibre, une solution globale pour que personne ne soit lésé. Le dénouement de la crise scolaire par le gouvernement Yankoba Seydi de Réumi en parle. Il pense que les autorités se leurrent en pensant avoir sauvé l'année scolaire. D'autre part, cet enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar estime que les heures perdues ne peuvent pas être rattrapées. Yankoba Seydi était en tournée politique à Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Lamine Ba. L'année ne peut pas être sauvée, c'est pas possible. On est à la fin de l'année. Ici où nous sommes à Ziguinchor, au mois de mai, il commence déjà à pleuvoir. À l'est, c'est la même chose. Ziguinchor et Sédhiou, ce sont les deux régions où il y a le plus grand nombre d'abris provisoires. Pourtant, ce sont les régions dans lesquelles il pleut avant toutes les autres régions. Donc la pluie va arriver. Quand nous avons dans ces deux régions le record d'abris provisoires, même si on pense avoir sauvé l'année, mais on se leurre. Comme on le dit, le fer, il faut le battre quand il est chaud. On a laissé, pendant qu'il fallait appliquer les thérapies qu'il faut au système, à l'éducation. Ils n'ont pas fait ça, ils ont attendu le dernier moment parce qu'ils savent que c'est le roussi qui sent. Et je vous dis les promesses qu'il a faites, mais 2020, il ne sera pas là. Les mesures, c'est maintenant. Parce que les accords signés, c'était avec des échéanciers clairs. C'est pas sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'on a joué avec les institutions du Sénégal. Les enseignants, l'année dernière, n'étaient pas allés en grève. Parce que tout le monde avait dit oui, c'est pas des patriotes. Ils ont dit ok, on va observer une année, donner la chance au gouvernement. S'ils sont responsables, on le saura. Il n'y a pas eu l'ombre d'une grève. Ils n'ont rien fait. Cette année, je vois des gens malhonnêtes dans le régime qui disent oui, c'est l'année préélectorale, c'est normal, les études, ils font monter les enchères. C'est ça la malhonnêteté. Dans ce régime, nous avons des gens qui sont l'incurie d'abord, clair, des ministres extrêmement incompétents, on n'a pas besoin de citer, mais en plus de cela, c'est des gens qui ont érigé le mensonge en mode de communication pour diriger ce pays. C'est inacceptable. Le rôle des premières dames en question et leur implication dans la gestion du pouvoir, cela à la lumière de l'implication de Marième Faye Sall dans la gestion de la crise scolaire et même le dénouement de cette crise. Il apparaît que cela peut être fatal et à la fois salutaire. Et les exemples ne manquent pas. Georges Déthié-Diop s'est intéressé à la question. De la même façon qu'il y a des bons et des mauvais présidents, de la même façon il y a des bonnes et des mauvaises premières dames. C'est donc à l'image de leur époux de président. Il y a à boire et à manger. Pour Cheikh Yérim Seck, l'implication des premières dames dans la gestion de leur mari est un couteau à double tranchant. Il y a des cas dans lesquels l'intervention d'une première dame peut être dangereuse et d'autres dans lesquels elle peut être au contraire salutaire. Les exemples ne manquent pas. Le Zimbabwe et la Côte d'Ivoire, des cas illustratifs de ce qu'une première dame peut être pour son époux. L'exemple typique qu'on donne de première dame vraiment travaille aux côtés de leur mari efficacement. Il y a celui, par exemple, de la première dame de Côte d'Ivoire, qui est à la tête d'une association qu'on appelle Children of Africa. Et l'impact de Children of Africa est vraiment important dans la gestion de la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Maintenant, il y a d'autres, le cas de Grace Mugabe, qui était devenu un point de fixation au Zimbabwe. Et donc, l'une des dernières lobbies a causé le renversement de son mari par l'armée. Donc, tout existe au fait. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a des bons et des mauvais présidents, de la même façon, il y a des bonnes et des mauvaises premières dames. Rien d'officiel dans plusieurs pays, mais dans les États anglo-saxons, Cheikh Yérim Seck souligne que l'élection d'un président est quasiment l'élection d'une première dame. C'est les anglo-saxons où les gens sont plus pragmatiques, ils se mettent à l'idée qu'ils élisent un couple. Donc le pédigré de la première dame est aussi important que le profil du candidat lui-même. Parce que les anglo-saxons se disent qu'il est impossible qu'une femme puisse exister à l'ombre de son mari sans jeter un regard sur la façon, sur le travail, sur le job de son mari. Donc une première dame, naturellement, peut être amenée à intervenir dans la gestion de son époux. Au Sénégal, il est souvent prêté à la première dame une influence auprès du chef de l'État. Marième Faye Sall serait plusieurs fois intervenue pour éteindre le feu. Mais à quoi se limite-t-elle? Seul son époux de président, Macky Sall, a la réponse. Il est 12h09. Vous suivez le grand journal en direct du studio 1 de la RFM. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. On s'achemine vers la célébration de la fête du travail. Demain, c'est le 1er mai, occasion pour les centrales syndicales d'exprimer leurs doléances. D'après ces organisations syndicales, les problèmes de l'éducation doivent être définitivement réglés. Les secteurs de la santé, de la justice et de l'agriculture constituent également des préoccupations majeures. Le dossier de ce midi est signé à Narocha.
2018, l'année scolaire a encore été tendue. Après plusieurs mois de grève, il y a finalement eu consensus entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Mais le secteur éducatif doit rester la priorité de tous, explique le secrétaire général de la CNTS-FC, Cher Diop. Prioritaire pour tous les Sénégalais, pour les organisations syndicales en particulier. Donc, c'est une préoccupation majeure de la CNTS Force du changement. C'est aussi une préoccupation de la FGTS que dirige Sidi Ndiaye. Il faut sauver l'école et surtout sauver le système, soutient-il. Ce matin que nous avons appris qu'il y a une issue heureuse, nous nous félicitons de cette avancée. Cela n'empêche pas la FGTS de poser comme question qu'on revoie un peu tout le système pour qu'on évite que chaque année, qu'on soit là à sauver l'année scolaire, mais qu'on puisse quand même stabiliser ce secteur de manière définitive en prenant les mesures idoines pour véritablement qu'on évite des crises de cette nature. Membre de la coalition Andegesum, Sidi Ndiaye est par ailleurs plus que déterminé à œuvrer pour de meilleures conditions de vie des travailleurs de la santé. Pas de répit, un mot d'ordre de grève est lancé pour le lendemain de la fête du travail. Tout cela, de non-respect des accords déjà signés avec le gouvernement, certains remontant depuis 2014, ainsi que des questions résiduelles liées, n'est-ce pas, au paiement, au retard de salaire des contractuels du ministère de la Santé. Il s'agit du plan Cobra et de JICA, qui à présent courent derrière des arrêts de salaire, ce qui est stable. Cette question sera abordée, n'est-ce pas, lors de l'audience que le chef de l'État voudra bien nous accorder. En réalité, le passif social est lourd, constate Cher Diop. Selon le secrétaire général de la CNTS-FC, les crises sont partout persistantes. Éducation, santé, collectivités locales, entre autres. Nous constatons également que le pouvoir d'achat des travailleurs, les inégalités avérées dans le traitement des agents d'une même fonction publique en termes d'indemnisation. Mais il y a également une recrudescence des violations des droits et libertés des travailleurs et de leurs organisations, le retard dans les programmes de relance des entreprises en difficulté et dans l'extension de la protection sociale. Un secteur qui a tendance à être laissé en rade, le secteur agricole et maraîcher. Les centrales syndicales dénoncent un pilotage à vue avec une convention vieille de 65 ans. D'après Sidi Ndiaye, il y a au niveau de la vallée du fleuve Sénégal de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et ça, il faut aussi y mettre un terme. Loin de toutes ces préoccupations des salles syndicales, Ousmane Niang Diatta appelle à un Casamance de tous ses voeux. L'ex-chef rebelle s'est adressé à ses frères du MFDC à partir de fatigue lors d'une rencontre. Et pour certains acteurs, ce que l'ex-com a faire, c'est de se rendre à qui est parlé aux concernés. En outre, il y a ceux qui estiment que cet appel d'Ousmane Niang Diatta a peu de chances d'aboutir, qu'il y a des antécédents. Ziguinchor, Lamine Ba. Comment celui qui fut radicaux chef de guerre que la CAS a connu a-t-il pu changer de position au point d'en appeler à s'engager résolument sur la négociation? Noa Cissé que c'est la prise de conscience qui a prévalu lui. Il a dû comprendre que ne vaut plus que la paix et le conflit qui prévoit en Casamance dévastateur vers la Casamance. Il a dû effectivement mettre cela. Celui qui fut chef de guerre dans la zone Takunda doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire descendre sur le pour porter le message auprès de ses maquis, estime Noa Cissé. C'est bien entendu que nous attendons de Niantam et qu'il puisse descendre sur le terrain avec ses camarades combattants et dissuader de pousser ce conflit armé. Le journaliste Ibrahim Gassama, lui, s'appelle de l'ex-chef rebelle, mais il dit qu'il n'en soit un de plus, compte tenu bien évidente. Est-ce que l'appel Ousmane Niang Diatta a entendu oui ou non? Je pense qu'il y a des situations antécédentes parce que pour vous rappeler, Niang Diatta était le chef du front sous le règne de Maître Ouad. Il a eu à nouer des vagues et c'est ce qui explique qu'il y a eu à un certain moment part du maquis pour bénéficier davantage que lui ont accordé les tenants du pouvoir. À l'époque, je ne vais pas entrer dans les... Il s'est même dit qu'il a été en Espagne se faire soigner par Abdoulaye. C'est ce qui a amené son problème, le malentendu qui a fait qu'on a choisi Ibrahim Diatta pour le remplacer, qui a encore cette épine dans les pieds qu'on a enlevé. Ça explique d'ailleurs qu'il vit au nord jusqu'à présent. Pessimisme sur les coups que cet appel faire au sein du maquis. Mais comment lui, il pourrait venir dans le maquis a été déclaré persona non grata et c'est Compas qu'il a remplacé et son second. Ce problème n'est pas vidé jusqu'aujourd'hui. Donc oui, moi je crains que ce ne soit un appel de plus. Nos deux interlocuteurs sont par contre unanimes sur le fait que le préalable demeure l'unification du mouvement indépendantiste avant l'ouverture de tout pour parler. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Nous
poursuivez à Ziguinchor et partout au Sénégal. Retour à Dakar. Le directeur général de la SNHLM rassure les résidents des HLM Maristes dont les habitations menacent ruine à cause de défaillances techniques. Mamadou Kassé affirme qu'une solution sera trouvée dans les meilleurs délais. Il ajoute que 7 immeubles sur les 20 ont été déjà évacués. Écoutons Mamadou Kassé, il était l'invité de RFM Matin. Il s'agit de 20 immeubles qui ont été construits depuis 1997 où il y a quelques défaillances techniques. Les habitants se sont organisés en un collectif des résidents avec lequel nous nous concertons régulièrement. Alors, il y a 7 immeubles qui ont été évacués. Les anciens habitants de ces immeubles font l'objet soit d'une compensation, d'une indemnisation ou en tout cas d'un relogement en attendant que des solutions définitives soient trouvées. Et quelle solution pour les autres immeubles, les 13 autres immeubles restants? Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec le collectif parce que effectivement il y a des partenaires qui s'intéressent effectivement à l'assiette et au projet pour pouvoir y développer un projet qui permettra aux propriétaires de rentrer en possession d'un nouvel appartement. Donc l'avantage c'est d'être dans le même site et également dans un modèle économique qui puisse permettre en tout cas d'avoir un équilibre financier. Les Chinois sont en train de finaliser en tout cas leur proposition, en tout cas de l'affiner davantage par rapport aux préoccupations et aux questions de l'heure. En plus de ça, nous avons aussi d'autres alternatives sur lesquelles nous travaillons. Mais est-ce que tout cela ne risque pas de prendre du temps alors que le danger est là, le danger est réel, les populations craignent de voir leurs immeubles s'effondrer? Bon, en tout cas, nous sommes très alertes sur la question et nous travaillons en étroite collaboration avec le collectif pour trouver la meilleure solution et dans les meilleurs délais. Les résidents des HLM Maristes ne sont toujours pas rassurés. Ils demandent à l'État de prendre des mesures urgentes avant que l'irréparable ne se produise. Écoutons le président du collectif des résidents des HLM Maristes, Hassan Ndiaye, avec El Hadj Ndiogoudien. Depuis 2005, nous avons d'énormes problèmes avec ces immeubles. On les a signalés, on a fait des démarches, on a tout fait. Une fois, nous avons rencontré le ministre, Diène Farbassar. Il nous a dit que l'État ne mettra pas un sou dans vos immeubles. Cherchez des partenaires, on va vous accompagner. La SNHLM, Ibrahim Ouad, qui était directeur général de la SNHLM, a trouvé des partenaires chinois. Entre-temps, il est parti, Kassé a finalisé. Les Chinois ont fait un projet de 250 milliards. Ils vont construire, ils vont nous reloger et ils vont nous loger durant tous les travaux de 36 mois. Et ils nous demandent un coût à l'État que de l'exonération sur du matériel qui n'existe pas ici. Comment un pays comme le Sénégal peut résister à un projet de 250 milliards? Mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tout avait été ficelé. Ils n'attendaient que la signature du contrat pour commencer les travaux. Aujourd'hui, on devait être très loin. Mais rien n'a été fait parce que ces gens-là, on ne comprend rien entre le ministère et la SNHLM. Vraiment, c'est ça notre problème. Nous ne comprenons pas à chaque fois qu'ils nous ballottent de gauche à droite. Le jour où il y aura un incident grave, ce sera sous leur responsabilité. C'est ça qu'ils le comprennent. Bien clair, procès de l'imam Al-Badrandao, où nous en sommes à la 4e semaine. Sans tarder, rendons-nous au palais de justice. Nafissatou Sila, bonjour. Bonjour Antoine. Faites-nous de façon très résumée le compte-rendu d'audience. Très résumé, effectivement. Aujourd'hui, c'est comme au premier jour du procès Antoine, la salle 4 a refusé du monde, certainement des sympathisants, mais aussi des spectateurs. Mais c'est à 9h40 que l'audience a démarré quand le juge Sambakan a appelé l'accusé Matar Djurhane à la barre. Et à l'entame de son interrogatoire, le juge lui a demandé de revenir sur les événements de Diourbel en 2012 avec l'imam Abdoukarim Mondour après l'attaque qu'il avait subie. Et la mise sur pied d'une stratégie de riposte ou de défense. Le juge lui a aussi demandé de revenir sur ses rapports avec Abou Bakr Gueye et Moustapha Diop. Ce dernier étudiant en Arabie Saoudite lui avait envoyé 65 000 euros comme financement. Et ce dernier aussi, c'est lui qui lui a demandé, qui lui a cherché du travail au Nigeria en tant qu'enseignant à raison de 1 500 euros par mois. Et en ralliant le Nigeria, il a fait la connaissance d'un certain Abdallah Koulibaly qui est présentement très recherché par l'État du Sénégal. On ne sait pas exactement où il se trouve. Concernant Boko Haram, il dit n'avoir aucun lien particulier avec la secte, mais soutient être bien respecté là-bas par Boko Haram. Alors, il dit que c'est lorsqu'il a appris
que ses compatriotes sénégalais qu'il avait trouvés là-bas. Certains même sont accusés qu'il est parti auprès de Aboubakry Chakao pour intervenir, Antoine Diop. Nafissa Toussila, oui. Merci. Oui. Terminé? Non, pas du tout. C'est après qu'on lui a donné l'autorisation de quitter le Sénégal. Le problème, aujourd'hui, Antoine Diop, ce qui est beaucoup revenu dans cette audience, ce sont ses rapports avec Daesh qui voulait instaurer un État islamique au Sénégal regroupant le Mali, la Gambie et les deux Guinées. Le juge a beaucoup insisté sur son appartenance à ce groupe, mais Matar Diokhane, très prudent, affirme tout le contraire. Nafissa Toussila en direct du palais de justice et vous suivez le procès de l'imam Al-Badrandawan. Plus bref, ce 30 avril, c'est la journée internationale du jazz. Célébration qui tombe cette année en plein Saint-Louis-Jazz. C'est dans cette ville historique que les premiers orchestres du jazz sont nés. L'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française a aussi vu naître la première jazz woman du Sénégal. Aujourd'hui, Saint-Louis tente de maintenir le flambeau. Notre envoyé spécial reviendra sur tout cela dans nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue, Sornana Tambaye. Merci Antoine. Mauritanie d'abord. Les descendants d'esclaves appelés Haratines ont marché dans la capitale. Une manifestation pour réclamer des droits civiques. L'événement marquait le 5e anniversaire du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines. Mohamed Diop à Nouakchott. L'esclavage existe en Mauritanie, on me l'a pas raconté, je l'ai vu. C'est ce qu'a expliqué Maître Id Ould Mbarek, le président du manifeste des Haratines. Dans le manifeste, les Haratines réclament des droits civiques. Il s'agit là de la 5e commémoration du manifeste. Cette année, l'accent est mis sur les femmes et les dockers. La femme n'est pas de la marchandise, arrêtons la traite des Haratines, martèle le président du manifeste. Il fait allusion aux domestiques haratines qui disent être maltraités en Arabie Saoudite. Quant aux dockers, dont la majorité sont des haratines, leur souffrance fait verser des larmes. C'est pénible et l'État est indifférent, se désole Maître Id Mbarek. Toutefois, il termine en disant « Nous luttons pour tous les Mauritaniens, morts, noirs ou haratines. » Personne n'est exclu. Ceux qui font de la discrimination ne sont pas du côté du manifeste. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Mali, des coalitions se font à quelques mois de la présidentielle. Soumaïla Cissé et Tchébile Dramé ont officialisé leur alliance. Derrière eux, une soixantaine d'autres partis politiques. Le manifeste a été signé ce dimanche. Les signataires, parmi lesquels donc Soumaïla Cissé, chef du principal parti d'opposition, ainsi que plusieurs candidats déclarés à l'élection présidentielle, s'engagent à mettre fin au gâchis qu'a été le quinquennat finissant de Ibrahim Boubacar Keïta. Le président sortant, lui, n'a pas encore déclaré sa candidature et pourtant une centaine d'associations de la majorité ont apporté leur soutien à sa candidature en mars. Pour revenir au manifeste de l'opposition, il ne consacre pas une candidature unique. Il prévoit plutôt que les signataires apportent leur soutien au candidat de la coalition qui arrivera au second tour de l'élection. Au Tchad, le projet de nouvelle constitution passe à l'Assemblée nationale ce lundi. Le texte devrait permettre au pays d'accéder au régime présidentiel intégral. Le poste de Premier ministre sera supprimé ainsi que des institutions comme le Conseil constitutionnel ou encore la Cour des comptes. Autre changement prévu dans le texte, le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans et celui des députés de 4 à 5 ans. Les députés de l'opposition ont appelé les citoyens à manifester devant le Parlement pour dire non à ce qu'ils qualifient d'imposture. Le projet de constitution de la 4e République a été adopté le 11 avril dernier par le gouvernement. On termine avec le Congo où 3 soldats ont été condamnés pour crimes de guerre. 3 ans ferme contre un commandant, un sergent et un soldat de première classe. Ces casques bleus étaient des éléments du contingent congolais envoyé en Centrafrique. Les militaires auraient abattu 12 rebelles anti-Balaka en 2014. Les détails avec Salimata Aou. Ils ont été reconnus coupables d'avoir capturé le 24 mars 2014 puis assassiné 12 combattants anti-Balaka à Baoulé, une localité à 80 km de Bangui, capitale de la Centrafrique.
Centrafrique. D'après l'acte d'accusation, une soixantaine de combattants anti-Balaka ont lancé un assaut sur la ville. L'objectif était d'exterminer la communauté musulmane Selaka, réfugiée dans l'église catholique de la ville. De violents affrontements ont ensuite éclaté, affrontements au cours desquels un militaire congolais a succombé et 2 autres ont été blessés. Les militaires congolais ont réussi à contenir l'assaut et capturer quelques-uns de ces combattants anti-Balaka. Jugeant ces faits constitutifs de crimes de guerre, la Cour criminelle congolaise a prononcé une peine commune de 3 ans d'emprisonnement ferme contre ces militaires, tout en leur accordant des circonstances atténuantes. Salimata Aou, Antoine, et voilà, c'est tout. Merci Sornana Tambay pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. La crise scolaire a connu une issue heureuse. Comment faire pour que pareille situation ne se produise plus? Le rendez-vous, c'est dans quelques minutes. RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Le football Antoine. avec la Ligue 1, le leader, le Giraffe de Dakar, reçoit le Casa Sport de Ziguinchor cet après-midi. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor et c'est le choc de cette 23e journée. Une affiche qui attire, une affiche qui retient l'attention. Le Giraffe de Dakar, leader avec 41 points, a pour objectif de battre l'équipe du Casa Sport pour donc prendre large en tête du classement. Mais attention, selon le coach de l'équipe de Ziguinchor, les Verts de Ziguinchor ne sont pas là pour le tourisme, mais pour Malik Daf, il n'est pas question de laisser filer des points. Soit on bat le Casa ou on obtient au moins le point du nul. Malik Daf, entraîneur du Giraffe de Dakar. Je pense que d'abord, c'est une bonne affiche, une grande affiche contre une belle équipe qui joue bien, on voit une équipe joueuse où on s'attend toujours à jouer un match plaisant avec l'équipe du Casa Sport qui a un bon coach comme Atalan Salen qui est en train d'abattre un travail énorme. Mais comme on dit, je pense que nous jouons au championnat. Ce qui est important, c'est de préparer les matchs les uns après les autres et de les jouer. L'important pour nous, c'est de gagner chaque dimanche pour avancer. Actuellement, c'est vrai que c'est une grande affiche, c'est un match choc, mais nous, on prépare les matchs les uns après les autres et on les prépare de la même façon. Donc, malgré que c'est un match choc, c'est une grande affiche, c'est un match que tous les spectateurs voudraient voir. Je dirais quand même, si on joue au championnat où les points sont précieux, où les points sont difficiles à prendre, ce qui est important, c'est de rester serein, de rester humble et toujours de faire notre maximum, surtout quand on reçoit chez nous, d'essayer toujours d'engranger les 3 points, ça veut dire de gagner. C'est ça qui est important. Quand on reçoit, la première chose que nous devons faire, c'est de gagner. Parce que le Casa est toujours bien en place quand tu joues à l'extérieur. C'est une bonne équipe qui sera en face de nous. Je pense que le Giraffe de Dakar est dans une bonne dynamique, mais il ne faut pas qu'on se leurre, c'est le football, tout reste possible. Ce qui est important, c'est de rester humble, de travailler en sachant que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile et ce n'est pas Atanas Tendeng qui va contredire son homologue Malik Daf. Pour l'entraîneur du Casa Sport, les Verts sont venus pour réaliser un bon résultat. Objectif pour l'équipe du Casa Sport, monter sur le podium avant la fin des compétitions. Atanas Tendeng que nous écoutons. Pour nous, continuer la bonne marche vers notre objectif, il reste encore être sur le podium. L'important pour nous, c'est de se donner à fond. Je crois que nous sommes pas ici en tourisme, c'est un match de championnat. Nous le préparons tous les autres matchs. Ça reste quand même un match de football. Je crois que toute équipe a l'ambition de gagner ces matchs. Donc je crois que nous sommes ici à Dakar dans l'optique de gagner ou en tout cas de repartir avec un résultat positif qui peut être une victoire ou le partage des points. Bon, maintenant, la particularité de ce match, c'est que c'est le derby, un match très attendu, un match qui a fait son chemin. Et je pense que parallèlement, nous devons aussi tout faire pour lui donner véritablement toute sa valeur. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est les 36 acteurs qui seront dans ce terrain aujourd'hui. J'espère seulement qu'ils pourront profiter de tous ces bons moments
pour donner à ce derby toute sa valeur. Voilà. Antoine, on fait le point avec donc les matchs joués hier. À noter les victoires de Génération Foot et de la Linguère de Saint-Louis, respectivement sur la Sonacos et sur la S-Douane. À noter que c'est sur un même score, 1-0. Au classement, Jaraaf est leader, 41 points. Sonacos deuxième, 38 points. Génération Foot troisième avec 36 points. En bas de tableau, Djambar, GFC et Uzo ferment la marche. Lutte avec frappe, Guigui, vainqueur de site hier, peut désormais choisir son adversaire. Le roi du Saint-Pi s'est imposé hier avec la manière face à Site. Après donc 2 défaites consécutives, il a mis fin à ses difficultés. Une victoire qui ouvre bien des perspectives aux pensionnaires de l'écurie Morfadam. Selon Ibakan, il peut désormais choisir ses adversaires pour baliser son chemin et aller vers le sommet de la reine sénégalaise. Ibakan est chroniqueur au journal Sunulamb. Guigui a réalisé une très bonne affaire en venant à bout de Site. Une victoire qui propulse Guigui vraiment au sommet. Il a montré des qualités. Il a battu Site par expérience. Guigui est venu avec une force physique impressionnante. Parce que le Guigui qu'on connaissait contre Zoff, le Guigui qu'on connaissait contre Tafatine, ce n'est plus le même Guigui. Ce Guigui-là, c'est un Guigui vraiment bien bâti sur le plan physique qui est venu à bout de Site. Qui voulait abréger le combat en quelques secondes, c'est ce que a empêché Guigui. Mais avec cette victoire, je pense que Guigui maintenant peut affronter n'importe quel lutteur dans l'arène. Prendre très au sérieux ce nouveau Guigui. Je pense que Guigui peut demander une revanche contre Boigna 2. Et je pense que c'est un combat aussi qui est dans l'ordre. C'est bien que Boigna 2, lui, il ne pense qu'à Balla Gaye 2. Guigui aussi, il peut affronter, pourquoi pas Tafatine est là en combat. Il peut affronter aussi un Papa Sow qui sort d'une défaite contre Ama Baldé. Guigui aussi peut affronter Yekini Junior. Je pense que c'est un combat qui Yekini Junior serait une très belle affiche. Une très belle affiche. À noter également que l'accord est trouvé entre le promoteur Gaston Beng qui revient dans l'arène pour officialiser le premier choc de son retour qui va opposer Balla Gaye numéro 2 à Modulo de Rock Energy. Revanche pour Modulo qui avait perdu il y a 5-6 ans en arrière face à Balla Gaye numéro 2, un combat prévu pour le mois de janvier de l'année prochaine. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. Toujours l'affaire Vincent Bolloré, elle est au cœur de cette chronique signée Abdoulaye Cissé. C'est le propre des lobbies et autres groupes de pression toujours intéressés pour préserver les intérêts. Les enjeux sont énormes pour Bolloré qui doit préserver partout sa chasse gardée, l'Afrique. Qui est naïf pour croire que des hommes comme Bolloré, Christophe de Margerie de Total, paix à son âme, aujourd'hui Patrick Pouyanné de la même multinationale pétrolifère, des dirigeants de Eiffage d'hier et d'aujourd'hui, des dirigeants du consortium du TER et même nos grands industriels locaux. Qui peut croire que tout ce gratin du business assiste passif aux joutes électorales dans nos pays? Au secours Candide. De toute façon, nous n'avons pas ici de loi réglementant le financement des partis politiques, voire des campagnes électorales. C'est à qui va avoir la plus grosse manne pour acheter des consciences sans plus. Et donc, les faiseurs de roi misent sur leurs hommes, sur des appareils, et parfois même ces lobbies misent sur différents protagonistes. Comme ça, ils sont gagnants à tous les coups, en tout cas jamais perdants. On comprend mieux d'ailleurs, en dépit des changements de régime, comment certains opérateurs s'adaptent très vite en dépit des alternances politiques. Pour le cas du Sénégal, le peuple semble en avance sur ses leaders politiques. La célèbre phrase d'Abdoulaye Wade opposant Abdou Diouf est d'une clairvoyance qui crève les yeux. Si on vous donne de l'argent, prenez, mais dans l'isoloir, votez avec votre seule conscience, disait Wade. Alors, pourquoi, même après avoir reçu des largesses de donateurs intéressés, nos chefs d'État ne peuvent pas diriger leur pays avec la seule conscience de n'agir que pour leur peuple et non satisfaire des intérêts égoïstes des lobbies? On a beaucoup fait d'ailleurs le procès au président Macky Sall pour préserver les intérêts français et les entreprises françaises. Qui est passé par là? Question légitime s'il en est. Nous n'avons pas le droit de ne pas savoir. Nous éprouvons tous un sentiment de gêne, que ce soit la justice française qui traite de cette question, dont les acteurs sont africains, les présidents Condé et Eyadema, les victimes sont africaines puisqu'il s'agit de ressources des peuples de Guinée et du Togo. Le théâtre d'opération est en Afrique. Nos pays comme un terrain de jeu pour Bolloré et compagnie.
Bon sang, y a-t-il une justice africaine pour faire l'inventaire des dégâts de Bolloré, pour ne citer que lui? On ne peut définitivement pas faire comme si l'affaire n'a pas existé. Elle nous pend au nez et à la barbe, et c'est parce que nous avons peur de cette réalité que nous évitons certainement le sujet. Mais aujourd'hui que Bolloré est coincé et songe même à quitter l'Afrique, cette France-Afrique qui le lui rend mal, lui le Gaulois qui dit ne nous vouloir que du bien, comme si nous ne savons pas choisir nous-mêmes ce qui est bien pour nous. Aujourd'hui, ça peut paraître facile de tirer sur un homme déjà à genoux. Croyez bien que je ne verse aucune larme pour lui. Non, sérieux, c'est sans compassion. Arroser un candidat de moyens financiers et de conseils avisés sans frais fausse le jeu démocratique. C'est une façon de confisquer la volonté du peuple et c'est criminel. Mais si nous allons au bout des choses, on devrait aussi parler de l'argent de Lamine Diack dans la campagne électorale sénégalaise en 2012. Que ceux qui ont bouffé l'argent est dans la main de Lamine Diack toutes ces années nous épargnent leur connivence jusqu'à monter des comités locaux de soutien au vieil homme, alors que la vraie question était de savoir si cet argent a véritablement changé le cours des choses ici ou pas. Quel que soit le candidat bénéficiaire, le fait est criminel. Et si c'est le candidat victorieux qui en a bénéficié, qu'il le porte sur sa conscience, sa victoire est à jamais tachetée. Si nous ne sommes pas capables d'être exigeants avec nous-mêmes, avec les nôtres, nous continuerons à courber l'échine, à subir le diktat des lobbies financiers d'ici comme de l'étranger. J'ajouterai les lobbies du pétrole et du gaz, et à toujours élire par procuration des représentants des réseaux d'argent. On est assurément alors pas encore sorti de notre cabane. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Detchediop. Ouf! Le soulagement dans le monde scolaire. Le G6 suspend son mot d'ordre après une rencontre avec le chef de l'État. Macky Sall qui a décidé de porter l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA. Tous les journaux rapportent cette hausse de l'indemnité de logement des enseignants. Selon l'Observateur, elle passe finalement de 60 000 à 100 000 francs CFA par mois. 15 000 en octobre prochain, 10 000 en janvier 2019 et 15 000 à compter de janvier 2020. Selon mon confrère, le Premier ministre finalise les accords ce matin. Tout est bien donc qui finit bien. Et cela se lit dans la presse. Le dénouement, s'exclame le quotidien national Le Soleil. Soulagement pour tous selon les Échos. Un sauvetage pour beaucoup de journaux. Sud Quotidien, hélas, indique que Macky Sall sauve l'année scolaire. Selon Vox Populi, Macky désamorce la bombe. Le journal Le Quotidien colle à la fête du travail demain et use du vocabulaire alimentaire. Le 1er mai, METS de Macky aux enseignants. Quant à Wolf Quotidien, il y voit une capitulation du chef de l'État. Et Tribune semble maintenant donner un mot d'ordre aux syndicats après leur rencontre avec le chef de l'État. Enseignants à vos craies. Mais comment en est-on arrivé au dénouement de la crise scolaire? Source A nous apprend que depuis quelques mois, c'est la première dame, Marième Faye Sall, qui a dû s'employer de toutes ses forces pour créer, vendredi passé, une rencontre entre son époux de président et une délégation des syndicats d'enseignants membres du G6. Les Échos confirment Source A et indiquent que Marième Faye Sall a été au cœur de la capitulation. En atteste cette déclaration de Oumar Wali Zoumarou. Il confie au journal Les Échos que c'est la première dame qui les a conviés à un déjeuner et c'est après que l'accord a été trouvé. En tous les cas, Libération fait état d'un long samedi de tractation. Le journal fait savoir que les représentants des syndicats ont déjeuné, mais aussi dîné dans la résidence du président. Et c'est non sans préciser que la première dame n'a fait que recevoir les syndicalistes. D'ailleurs, lorsqu'un des syndicalistes a voulu entrer dans le fond avec elle, Marième Faye Sall lui a rétorqué: je ne connais rien de ces détails techniques. Ensuite, elle est allée vaquer à ses occupations avant que le président n'arrive en compagnie de son premier ministre. Les deux, selon Libération, ont manœuvré ferme durant toute la journée pour sauver l'école et convaincre les syndicalistes. Mais quoi qu'il advienne, Le Soleil, dans un commentaire de Daouda Mané, fait état d'une victoire du dialogue. Pour autant, mon confrère souligne
qu'une discussion sérieuse entre l'État et ses agents s'impose afin d'éviter tout colmatage. Dans l'éducation, on ne peut pas continuer depuis près de 2 décennies à sauver à chaque fois l'année scolaire. Il faut donc qu'on arrive à sauver définitivement l'école et non l'année à travers un dialogue franc, sincère et productif. Ainsi, indique-t-il, on parviendra à construire une école de la réussite pour tous les enfants de ce pays, que l'on soit rural ou citadin. Car, selon le journal, telle est la mission de l'école publique, être un moteur de l'ascension sociale pour tous. Demain, 1er mai, fête du travail pour la circonstance, Enquête propose un dossier sur les revendications portées par les syndicats qui ont pris le dessus sur les centrales. Enquête constate qu'absente du terrain depuis des années, les centrales se sont fait supplanter par les syndicats de base dans la défense des intérêts des travailleurs. Pour Mamadou Diouf, ancien secrétaire général du Sud-Est et de la CSA, il y a beaucoup à améliorer dans l'organisation et la gestion de la lutte par les centrales syndicales. La floraison des centrales, leur division et le jeu des intérêts, à lire dans Enquête, la faillite des centrales. Cette information dans l'Observateur, l'arrestation de l'une des personnes qui avait coupé le sexe des garçons de Yeumbeul. Cela après confrontation avec ses victimes. Selon l'Observateur, il est âgé de 15 ans et habite le même quartier que les enfants. Son acolyte est activement recherché. L'Obs, comme d'autres journaux, qui revient ce matin sur les obsèques du bassiste du Super Étoile. Habib Lultumadieu note le journal pour qui le président Sall salue un grand fils du Sénégal. Le monde de la musique chante son génie. En sport, cet entretien avec Seydou à lire dans l'Observateur. Le gardien de l'AS Monaco confie que Falcao promet un doublé contre le Sénégal. Le 28 juin, jour de vérité en Russie. À vos kiosques et bonne lecture. Cette information qui vient de tomber, braquage ce matin, c'est en Casamance, entre Kagit et Etafougne, vers 10h. Des individus armés ont dépouillé des personnes de leurs biens. Ils ont emporté de l'argent, des motos ainsi que des téléphones portables. Ils ont pris également le temps de se fondre dans la nature avant l'intervention de l'armée. On ne déplore cependant aucune perte en vues humaines. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Ziguinchor, Lamine Ba. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Point de vue aujourd'hui sur la crise scolaire, le dénouement de la crise scolaire. Pour en parler, le professeur Bouba Diop. Bonjour, professeur. Bonjour Antoine. Vous êtes un expert en éducation, ancien médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Atoumane Diaw est en ligne également. Bonjour Atoumane Diaw. Vous êtes le vice-président du CNDS, section éducation. Alors, aujourd'hui, on va parler des solutions définitives. Comment faire pour que le Sénégal ne vive plus une telle crise dans le secteur de l'éducation? Professeur Bouba Diop, qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour que cela ne se produise plus? Bon, je vous salue Antoine et je salue également mon collègue Atoumane. À mon avis, il faut d'abord se féliciter du dénouement de cette crise très profonde. Alors, pour aller à l'essentiel, je crois qu'il y a 3 choses très importantes. D'abord, pour ce qui est l'accord qui vient d'être obtenu par les différents acteurs, il faut qu'on ait la conscience que le respect des accords, c'est quelque chose de très important. Je ne parle plus, moi, de volonté politique, ça ne signifie absolument pas grand-chose. C'est la conscience qu'il faut respecter ce qui est signé et aller dans le sens de faire en sorte Vous êtes en train de perdre le réseau téléphonique. Si vous pouviez peut-être un peu vous déplacer pour qu'on puisse mieux vous entendre, puisque là, le réseau est en train de faire quelques caprices. Si c'est fait, professeur, vous pouvez poursuivre. Voilà, je suis loin de Dakar. Oui. Donc, je disais, c'est respecter. Oulala. C'est des engagements oui. Pour 2018 et 2017. Oui. Et même au-delà de 2001. Alors, professeur, on va vous reprendre dans quelques minutes, le temps de voir ça avec mon technicien. On poursuit avec Atoumane Diaw. Alors, Atoumane, des solutions pour que le Sénégal ne vive plus une telle crise dans le secteur de l'éducation? Vous pensez à quoi?
Merci Antoine. Donc, je commencerai par d'abord saluer et rendre hommage déjà à mon ami Bouba. Oui. Avec la communication un peu défectueuse par rapport à ça. Tout à fait. Pour votre question, je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord mettre dans la centralité des choses le dialogue social. Oui. Il faut maintenant mettre le dialogue social en amont, en aval, mais également au centre de l'ensemble des préoccupations du monde du travail. Parce que, comme on l'a toujours dit, les grandes guerres finissent toujours autour de la table par trouver des solutions. Et aujourd'hui, tout le temps que nous avons perdu, tout ce que nous avons rencontré comme grandes préoccupations, comme remous, comme déséquilibre social par rapport à notre pays et par rapport à des revendications, finit aujourd'hui par tourner autour d'un accord signé entre les deux parties. Et ce qu'il y a, c'est que dorénavant, je pense qu'il faut que les uns et les autres privilégient le dialogue social et aillent dans le sens déjà d'échanger, de voir ce qui est possible à faire, qu'on puisse le faire, et ce qui ne l'est pas, qu'on puisse l'atermoyer, arriver à une échéance à laquelle on aura la possibilité demain de pouvoir réaliser ça. Tout le problème aujourd'hui réside dans le manque de dialogue, le manque de concertation, le manque de consultation et le fait de laisser pourrir également des préavis de grève qui sont déposés et d'ignorer de manière très fondamentale les plateformes revendicatives qui avaient été déposées. Avez-vous l'impression que les autorités ont bien géré, disons, ou mal géré aussi, cette crise? Oui, moi, je pense que les autorités ont quand même géré, en tout cas selon le processus normal. Parce que quand il y a une plateforme revendicative déposée dans le cadre d'un secteur, il appartient aux responsables de ce secteur, qui est donc ici le cas du ministère de l'Éducation, le ministre lui-même qui devrait déjà se réunir avec l'ensemble des syndicats, voir exactement ce qu'il y a à faire, voir dans quelle mesure il a la possibilité de l'exécuter, prendre les consultations qu'il faut avec ses camarades, parce que quand même, les enseignants dépendent de la 6133, donc portant statut général déjà des fonctionnaires, donc avec le ministère de la fonction publique, voire également avec le ministère du Travail qui est chargé du dialogue social, et essayer de trouver des solutions. Très bien. À défaut maintenant, pousser ça au niveau du Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et comme les revendications revêtent un caractère assez multidimensionnel, avec les logements, avec les indemnités au niveau des finances, avec les préoccupations au niveau de l'éducation et du secteur, c'est bon que le Premier ministre, à un moment donné également, intervienne pour continuer les négociations. Et en fin de compte, quand les syndicats n'avaient pas été satisfaits de tous ces résultats, ils avaient demandé un arbitrage. C'est l'arbitrage du président de la République. Et quand il y en arrive à un arbitrage, maintenant, ce n'est plus un lieu de négociation. L'arbitrage, ça sert déjà à faire confiance à quelqu'un et à accepter le verdict qu'il donne. C'est comme au niveau d'un terrain de football, quand l'arbitre accorde même un but avec une faute de main ou avec quoi que ce soit, une fois le but accordé, on ne peut plus y revenir. C'est arrivé avec déjà dans le sport, avec Maradona en Coupe du Monde. Donc, c'est exactement la même chose. Très bien, merci. Quand tu en arrives à l'arbitre, donc c'est ça le processus qui devait trouver une fin dès que la situation arrive au niveau du président de la République. Très bien, vous allez poursuivre avec Elhadj Hassan Gueye. En Wolof, ce sera dans l'édition de 13h. Merci à Toumane Diaw du CNDS section éducation. Oui, nous retrouvons le professeur Bouba Diop. Professeur, vous aviez tout à l'heure insisté sur... disons, le non-respect. Non, professeur n'est pas en ligne, me signale-t-on. On va alors le retrouver dans l'édition en Wolof, puisque il y a quelques problèmes avec le réseau téléphonique. Toutes nos excuses. Donc, c'est la fin de Point de Vue. C'est également la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Fin de la crise scolaire. L'école sénégalaise renoue avec l'ambiance habituelle. C'est le soulagement pour les acteurs. Mais ils n'ont pas manqué de mettre en garde les autorités contre tout non-respect des engagements pris avec les syndicats d'enseignants. Le rôle joué par Marième Faisal dans le dénouement de la crise scolaire en question, cela a été évoqué. Un prétexte pour parler de l'implication des premières dames dans la gestion des affaires publiques, c'était un mini-dossier de Georges Detchediop. Veille de la fête du travail, les centrales syndicales disent leurs préoccupations.
Pour ce 1er mai, il y a l'éducation en premier avec ses nombreuses crises et puis suivent la santé, la justice et l'agriculture. Casamance, quelle interprétation faire de l'appel de l'ex-rebelle Ousmane Niantang Diatta pour le retour définitif de la paix dans le sud du pays? Notre correspondant a donné la parole à des observateurs de cette crise. Et notez ce braquage ce matin en Casamance entre Kagit et Etafouigne vers 10h. Des individus armés ont dépouillé des personnes de tous leurs biens. Ils ont emporté de l'argent. Entre autres, journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation Daouda Diouf et El Hadj Ndiogoudien. À 13h, la grande édition en Wolof, ce sera avec El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, Yalgat Hibar, excellent après-midi à toutes et à tous. ma fale dinaa def ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem